Il est remarquable qu'une nation avec une population aussi réduite, comme la Suède, puisse maintenir le type de programme robuste d'aéronefs de chasse qu'elle possède. Au fil des ans, la Suède a réalisé des avancées constantes dans sa technologie aéronautique, aboutissant au développement d'un avion de chasse redoutable et pratiquement indestructible. Cette création a laissé d'autres puissances mondiales stupéfaites, la Russie elle-même préférant éviter les confrontations. Bien que cette invention ne soit pas un avion de 6e génération, ses capacités dépassent les attentes de nombreuses personnes. Le Saab Gripen de 4e génération est tellement captivant que certains prétendent même qu'il défie les lois de la physique. Eh bien, ils ne sont pas très loin de la vérité. Rejoignez-nous alors que nous explorons la puissance immense et les capacités de ce nouveau chasseur suédois. Le Saab JAS 39 Gripen E est l'incarnation de l'efficacité opérationnelle, répondant à des exigences strictes en matière de sécurité des vols, de disponibilité, d'agilité, de formation et de coût du cycle de vie. C'est un chasseur de première ligne fiable qui peut remplir divers rôles, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'un réseau de défense plus large. C'est un chasseur haute performance, au coût prévisible du cycle de vie, grâce à une technologie de pointe, des matériaux modernes, des systèmes informatiques intégrés et une aérodynamique avancée. Cet avion n'est pas exactement nouveau, car il appartient à la catégorie de 4e génération et a débuté sa production en 2013. Mais le fait qu'il rivalise avec des chasseurs de génération plus récente le rend incroyablement remarquable. Au moment de sa création, le F-22, le premier chasseur de 5e génération au monde, volait depuis un certain temps. De plus, le F-35, autre merveille de la 5e génération, était à l'horizon. Pendant ce temps, les Russes exhibaient leur Su-35, classé comme un avion de 4e génération plus, vantant une vectorisation de poussée contrôlée pour une manœuvrabilité incroyable. Matt Togusson, commandant de l'armée de l'air suédoise, a affirmé avec confiance que le Gripen E de Saab pouvait abattre les avions de la série Su-russe. Le ministre de la Défense ukrainienne Reznikov a intervenu de manière inattendue, affirmant que le Griffin suédois était même supérieur au F-16 pour contrer l'agression russe. Il est crucial de comprendre que la Suède et la France figurent parmi les seuls pays européens capables de développer indépendamment des chasseurs de 4e génération. La Suède, une nation relativement petite avec une population de seulement 10,5 millions d'habitants, ne pouvait pas se permettre de faire exploser son budget pour ce projet. De plus, son paysage, dominé par des forêts, des lacs et des rivières, offrait peu d'espace pour des aérodromes, qui pouvaient facilement être détruits en temps de conflit. Ainsi, la Suède avait besoin d'un avion rentable qui pouvait décoller et atterrir sur des autoroutes normales. C'est alors que le JAS 39 Gripen A, la première variante du chasseur, a été créé en 1988. Lorsque le Gripen A été créé, il a présenté des capacités impressionnantes qui en ont fait une addition notable au monde des avions de chasse. Son fuselage incorporait une proportion significative de matériaux composites, réduisant son poids tout en améliorant ses caractéristiques de furtivité radar. En ce qui concerne la puissance de feu, le chasseur est armé d'un canon revolver Mauser BK-27 de 27 mm, transportant 120 munitions dans la version monoplace. De plus, il dispose de 8 points de montage d'armes, avec 2 situés sous le fuselage et 2 autres sous chaque extrémité d'aile. Cet arsenal offre aux Gripen divers choix d'armement, y compris des missiles et des bombes guidées par laser. Mais cela ne suffisait pas. Au fil des ans, le Gripen A subi un processus de modernisation réussi, renforçant ses points forts et éliminant ses faiblesses. Maintenant, la dernière variante, le Gripen E, est un monoplan à moteur unique avec une aile delta de forme simple et un bord d'attaque flottant entièrement réglable. Il utilise une configuration aérodynamique de type canard, plaçant des gouvernes horizontales devant l'aile. L'avion adopte intentionnellement une instabilité aérodynamique, permettant une grande manœuvrabilité. Il est équipé d'un système de commande électronique fly-by-wire qui dispose d'un système de redondance à 3 canaux pour la sécurité. De plus, il existe un système de commande de secours analogique pour les urgences. De manière impressionnante,
Le Gripen peut décoller et atterrir sur de courtes pistes, ne nécessitant que 190 mètres, rendant les routes normales adaptées comme aérodromes improvisés. Environ 30% de son fuselage sont constitués de matériaux composites, réduisant le poids et la visibilité radar, bien qu'il ne soit pas un avion furtif. SE composants clés, tels que les surfaces de contrôle d'ailes horizontales et 4 ailettes, sont en fibre de carbone, tandis que le fuselage est en alliage d'aluminium et les ailes sont en alliage de titane. Le Gripen E dispose d'un puissant moteur F414 fabriqué aux États-Unis, générant environ 6 tonnes de poussée en mode post-combustion. Sa vitesse de croisière en mode ralenti dépasse la vitesse du son, atteignant un point 1 Mach, et avec la post-combustion activée, elle atteint Mach 2. Il dispose également d'un système de ravitaillement standard de l'OTAN, mettant l'accent sur la facilité de réparation et de maintenance. Le temps d'arrêt entre les sorties pour le ravitaillement, le rechargement des armes et l'entretien de routine ne dépasse pas 10 minutes, et le moteur peut être remplacé en 1 heure si nécessaire. Ce qui distingue le Gripen E, ce sont ses capacités réseau étendues, que l'on trouve généralement dans les chasseurs de 5e génération. Il dispose du système de liaison de données Gripen, du système Link 16 et du système National Data Link Secure. Ces systèmes de communication multifréquence fournissent aux pilotes une conscience situationnelle complète et facilitent la communication bidirectionnelle avec d'autres chasseurs Gripen, divers avions et équipements de combat au sol. Son système radar à balayage électronique actif, AESA, se distingue, permettant le suivi simultané de plusieurs cibles, non seulement dans l'aspect frontal, mais aussi sur les côtés et à l'arrière. De plus, il dispose d'un système de détection optique électronique appelé Skyward G, fonctionnant dans la plage thermique. Cela permet un ciblage passif à l'aide du radar pour minimiser la visibilité, une fonctionnalité uniquement présente dans les avions russes, Su-35, Su-57 et américains, F-35. Le Gripen E intègre également un récepteur d'avertissement radar et des systèmes d'avertissement d'approche de missiles pour alerter le pilote d'un verrouillage radar et de missiles entrants. L'un de ses atouts majeurs est le système de guerre électronique. Lors d'un exercice, le Gripen E s'est approché discrètement d'un chasseur allemand Typhoon, grâce à l'interférence de son système de guerre électronique avec les capteurs du Typhoon. Il ne se poserait pas sur une aile ennemie en combat réel, mais s'engagerait plutôt à courte portée avec des missiles. Le chasseur Gripen vole souvent sous le radar, pour ainsi dire, et est fréquemment sous-estimé en termes de SS capacité. Pendant la campagne libyenne, il a été initialement perçu comme un atout tactique, mais a rapidement prouvé sa valeur en tant que ressource stratégique. Ce qui est remarquable, c'est qu'aucune mission impliquant le Gripen n'a dû être annulée en raison de problèmes techniques. Une autre force du chasseur réside dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans son système de contrôle. Associée à l'écran large, cette combinaison technologique aide considérablement les pilotes dans leur processus de prise de décision et leurs tâches opérationnelles. L'intelligence artificielle présente des informations sous une forme conviviale pour le pilote, facilitant la sélection, le ciblage et le lancement des armes tout en coordonnant parfaitement avec les autres membres de l'unité aérienne tactique. En essence, si l'IA détermine qu'un missile peut éliminer une cible spécifique, un avion de l'unité s'en chargera, tandis que les autres se concentreront sur des cibles différentes. Cela garantit une utilisation efficace des ressources et de la puissance de feu. La création d'un avion puissant comme celui-ci en 2013 est une merveille. Cependant, reconnaissant que les logiciels deviennent rapidement obsolètes, surtout dans les avions, les Suédois ont imaginé une solution astucieuse. Ils ont séparé le logiciel nécessaire pour faire fonctionner divers systèmes du logiciel essentiel au volume. Cela permet des mises à jour faciles du logiciel nécessaire, sans nécessité de coûteuses recertifications. Imaginez mettre à jour le logiciel sur l'avion aussi facilement que sur votre smartphone. Voilà le niveau de simplicité dont nous parlons ici. Cette approche réduit considérablement les coûts d'exploitation de l'avion tout au long de sa durée de vie. Elle permet également aux pays opérant le Gripen E de personnaliser leur avionique pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Les armes principales du Gripen E incluent les missiles longue portée MBDA Meteor et les missiles courtes portée Iris-T. Le missile Meteor est équipé d'un moteur à statoréacteur atteignant des vitesses de Mach 4 et ayant une portée de plus de 100 km. De plus, il utilise une version plus avancée du Meteor avec un canal de communication bidirectionnel par rapport au Rafale français. D'autre part, le missile Iris-T, grâce à son capteur sensible et à ses capacités de manœuvre, peut intercepter des cibles de petite taille, y compris les missiles anti-aériens lancés par l'ennemi et les missiles RR. En termes de performance, le Gripen E a un poids maximal au décollage de 6,5 tonnes, et sa portée de combat s'étend à 1300 km, notablement plus que le F-35. De plus, ses faibles exigences en matière de maintenance par heure de volume garantissent que le Gripen E passe moins de temps au sol et plus de temps dans les airs. En comparaison, son prédécesseur, le Gripen JAS 39A, avait des coûts de maintenance seulement moitié moins élevés que son concurrent le plus proche, le F-16 monomoteur. Maintenant, vous pourriez vous demander si vous avez besoin de furtivité et d'une super manœuvrabilité dans un conflit régional. Eh bien, les récents événements en Ukraine éclairent cette question. Les avions russes, y compris le redoutable Su-57, hésitaient à pénétrer dans leurs zones opérationnelles malgré les dommages subis par les systèmes de défense aérienne ukrainiens. Les combats aériens rapprochés entre les chasseurs ukrainiens et russes étaient notablement absents. Au lieu de cela, ce sont les missiles à longue portée qui ont fait la majeure partie du travail. Cette tactique reflète la stratégie prudente de la Russie. Ils visent à protéger la technologie avancée du Su-57 d'une compromission potentielle dans le théâtre ukrainien. L'une des craintes cruciales sous-tendant cette prudence est le risque de perdre un Su-57 et de permettre aux alliés de l'OTAN d'étudier ses débris, en particulier son système radar innovant. La Russie cherche à éviter les dommages à sa réputation, la compromission technologique et la réduction des perspectives d'exportation. Les enjeux sont élevés, forçant la Russie à avancer prudemment et à éviter les conséquences néfastes qu'un seul accident pourrait entraîner, notamment les dommages à la réputation et la vulnérabilité de la technologie sensible. Ils sont aussi prudents car le ministère russe de la Défense affirme que le Su-57 est le chasseur furtif de 5e génération le plus avancé, capable de surpasser tous les radars et de détruire 10 Raptors américains F-22 avec un seul missile. Au milieu du conflit en cours, il demeure un fantôme qui se tapit dans l'ombre, une arme d'une puissance incommensurable, mais d'un potentiel encore inexploité. Malgré les démonstrations de la Russie mettant en avant ses chasseurs de pointe, on ne les a pas observés engager des actions aériennes agressives contre l'Ukraine. À la place, la Russie s'appuie sur d'autres avions redoutables et hélicoptères comme le Su-30 SM, le Su-39, le Su-34, le Su-25 et le Ka-52, fréquemment déployés en première ligne. Il est important de noter que les forces aériennes mondiales privilégient les nouvelles technologies qui garantissent une détection précoce et un engagement réussi avec l'ennemi plutôt que de s'appuyer uniquement sur des performances impressionnantes lors de salons aéronautiques. De plus, la Russie pourrait craindre des dommages potentiels à la réputation de sa force aérienne si les Su-57 avancés devaient subir des revers en Ukraine. Le Su-57 Felon, considéré comme le jet de combat furtif de 5e génération le plus avancé de la Russie, bénéficie d'avioniques avancées. Cependant, il a fait face à des défis et à des difficultés de financement après l'effondrement de l'Union soviétique. Bien que la Russie prétende toujours que le Su-57 a été impliqué dans des opérations de combat en Syrie, elle ne dispose pas de preuves concrètes. Compte tenu de l'importance des acheteurs étrangers dans le financement du développement des armes en Russie face aux sanctions internationales, l'affirmation pourrait viser à attirer des investisseurs étrangers. De plus, le Su-57 n'est pas tout à fait un chasseur de 5e génération à part entière sur plusieurs aspects. Il a des capacités limitées de liaison de données et des efforts sont en cours pour améliorer la communication avec les drones. La manœuvrabilité supérieure du Su-57 suggère une reconnaissance de ses limitations en matière d'engagement à longue portée par rapport aux homologues américains,
s'éloignant du concept d'avion furtif véritable. Dans l'ensemble, l'absence du Su-57 en Ukraine peut être attribuée à deux facteurs clés: une pénurie de chasseurs et des doutes quant à ses capacités. En raison des sanctions occidentales, la Russie ne dispose pas d'un nombre adéquat de Su-57 et elle vise à éviter l'embarras de perdre un Su-57 aux forces ukrainiennes. L'environnement de menaces volatiles et les répercussions potentielles les dissuadent de déployer le Su-57 en Ukraine. Malgré les affirmations de la Russie, les observateurs occidentaux ont exprimé des doutes quant aux véritables capacités furtives du Su-57. Ils ont souligné les défis auxquels les ingénieurs russes sont confrontés pour réaliser des joints de panneaux étroits et incorporer des caractéristiques de moteurs non furtives, résultant en un corps moins furtif que celui des homologues américains. S'il entre en confrontation avec le Gripen E suédois, il pourrait ne pas en sortir indemne. Cependant, il est crucial de noter que le Gripen, bien qu'impressionnant, n'est pas invincible. Le F-15, par exemple, peut efficacement maintenir sa distance par rapport au Gripen, l'engageant au-delà de la portée visuelle s'il parvient à éviter les météores. Cependant, participer à un tel affrontement n'est pas nécessairement la stratégie la plus sage. Le chasseur est plus ou moins au même niveau que le F-35. La différence clé est que le Gripen E ne repose pas sur la technologie furtive, même si sa section radar est plus basse que celle de la plupart des chasseurs, sauf le F-35 et le F-22, et éventuellement, bien que non confirmés, les avions furtifs russes et chinois. Il existe toujours quelques autres différences entre le Gripen E et le F-35, cependant. La manœuvrabilité est un autre facteur distinctif. Le Gripen E est renommé pour son agilité et sa manœuvrabilité, ce qui le rend particulièrement apte aux combats aériens rapprochés. Cet accent sur la manœuvrabilité est une force notable. Le F-35 a l'avantage en termes de capacité d'emport, car il peut transporter plus d'armes et d'équipements. Cette polyvalence lui permet de briller dans divers types de missions. Le Gripen E offre une portée de combat plus longue que le F-35 en termes de portée et d'endurance. Cette portée étendue peut être avantageuse pour des profils de missions spécifiques. La personnalisation est un autre domaine où les deux chasseurs diffèrent. Le Gripen E offre plus de flexibilité pour la personnalisation, permettant aux pays qui l'exploitent d'adapter leur avionique à leurs besoins spécifiques. Cette fonction de personnalisation peut être inestimable pour les nations ayant des besoins opérationnels spécifiques. Pouvoir comparer un avion de 4e génération à un avion de 5e génération comme celui-ci n'est pas une tâche facile, et cela est grâce à l'expertise en ingénierie suédoise. Si vous vous demandez comment ils sont devenus aussi compétents, la force aérienne suédoise remonte à sa création le 1er juillet 1926, lorsqu'elle a été formée en fusionnant les unités aériennes de l'armée et de la marine. À mesure que les tensions internationales des années 1930 ont augmenté, la force aérienne a subi une réorganisation et une croissance, passant de 4 à 7 escadrons. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, la nécessité d'une expansion supplémentaire est devenue évidente, et cette expansion a continué tout au long de la guerre. Malgré la neutralité de la Suède, une force aérienne robuste était considérée comme essentielle pour dissuader une éventuelle invasion et contrer les menaces militaires des grandes puissances. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, la force aérienne suédoise a subi une modernisation rapide. Les jours de l'équiper avec des avions de 2e classe étaient révolus. Au lieu de cela, l'état-major aérien a opéré un changement stratégique, acquérant des avions de 1re classe à l'étranger, tels que les P-51D Mustang, les chasseurs nocturnes de Havilland Mosquito NF-19 et les deux Havilland Vampire. Parallèlement, ils ont activement soutenu le développement d'avions domestiques performants. Un moment crucial est arrivé au début des années 1950 avec l'introduction du chasseur Saab-29 Tunnan. Soudain, la Suède possédait des avions pouvant rivaliser avec les meilleurs de la Royal Air Force, de la VVS soviétique et de l'US Air Force. Pendant cette période, un concept unique a été mis en œuvre, la construction de bases routières, inspirées de l'approche allemande. Dans le cadre du schéma d'aérodrome distribué Base 60,
Ces bases étaient essentiellement des autoroutes ordinaires conçues pour servir de pistes d'atterrissage. Avance rapide au début des années 1980 et la route numéro 44 a été transformée en un site comportant 4 pistes courtes, chacune mesurant 17 par 800 mètres. De nombreux sites de retournement pour le réarmement et le ravitaillement le long de cette route ont été stratégiquement placés. 16 pistes courtes continuent de remplir leur rôle, facilitant les exercices d'entraînement et les opérations de décollage et d'atterrissage pour des avions tels que le Gripen et le Hercule, en particulier pour la préparation dans des conditions difficiles et pour les opérations internationales. Donc, fondamentalement, l'ère de la guerre froide a vu d'importants investissements dans la force aérienne suédoise et la production d'aéronefs nationaux, dévoyant même des fonds initialement alloués aux armes nucléaires suédoises. En 1957, la Suède pouvait se vanter d'avoir la 4e force aérienne la plus redoutable au monde, avec environ 1000 avions modernes servant activement en première ligne. Cela s'explique par le fait qu'au cours des années 1950, ils ont introduit une série de chasseurs impressionnants dans leur arsenal, dont le Saab J-29 Tunnan, le Saab A-32 Lansen et le Saab JH-5 Draken. Ces avions ont joué un rôle essentiel pour renforcer les capacités aériennes de la Suède pendant cette période de tension mondiale accrue. Le Saab J-29 marqua l'entrée de la Suède dans les avions de combat à turboréacteurs, suivant le Saab 21R. Cet avion polyvalent a servi de manière transparente dans des rôles de chasseurs et de chasseurs-bombardiers jusqu'aux années 1970. Initialement conçu avec une aile principalement droite, l'histoire prit un tournant intrigant lorsque les ingénieurs suédois obtinrent des données de recherche allemandes précieuses sur les conceptions d'ailes en flèche. Par conséquent, le prototype subit une transformation, incorporant une flèche de 25 degrés, un concept d'abord testé sur un Saab Saphir modifié, baptisé le Saab 201. Le 1er septembre 1948, le prototype du Saab 29 prit son envol pour la première fois. Malgré son apparence quelque peu dodue, caractérisée par une seule entrée d'air centrale, un cockpit à bulles et une aile effilée en flèche, le J-29 se révéla rapide et agile. En fait, il établit le record de vitesse mondiale sur un circuit fermé de 500 km, soit 310 miles, en 1954, atteignant un impressionnant 977 km/h, soit environ 607 miles par heure. Cependant, tout n'était pas rose. Un taux élevé d'accidents a entaché le dossier de service initial du J-29. C'était principalement dû à l'inexpérience des pilotes avec des avions à ailes en flèche et à l'absence d'une version d'entraînement Tunnan biplace à double commande. Par conséquent, les pilotes de chasse suédois devaient suivre une formation à l'aide de versions biplace du de Havilland Vampire, un jet à aile droite, avant de passer à des vols en solo dans un Tunnan. Tragiquement, cette période a vu la perte de 99 pilotes lors de vols d'entraînement militaire en Suède. Cependant, le Tunnan a marqué l'histoire en tant que premier avion à réaction suédois à entrer en action au combat. En 1961, 5 J-29Bs étaient stationnés en République du Congo dans le cadre d'une mission de maintien de la paix de l'ONU sous la bannière de l'aile F-22 de la force aérienne suédoise. Ce déploiement a été ultérieurement renforcé avec 4 autres J-29Bs et 2 Tunnans de reconnaissance photographique S-29C en 1962. Leur mission impliquait principalement des attaques contre des cibles au sol, à l'aide de canons internes et de roquettes non guidées. De manière remarquable, malgré les tirs nourris du sol, aucun de ces avions n'a été perdu au combat. Le consensus unanime parmi les équipages et les observateurs étrangers était que les capacités du Tunnan étaient exceptionnelles. En effet, le Saab J-29 Gripen E provient d'une nation au passé illustre dans le domaine des avions de chasse, et cet héritage en dit long sur ses capacités. Bien qu'il ne réalise peut-être pas des exploits défiant les lois de la physique, on pourrait soutenir que cet avion a été conçu en avance sur son époque. Aujourd'hui, il se présente comme un concurrent redoutable sur la scène mondiale, défiant l'ordre établi de l'ère moderne. Merci de nous avoir suivis.
Pendant que vous êtes toujours ici, regardez une autre de nos vidéos passionnantes en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Si vous avez apprécié celle-ci, vous aimerez également celle-là. À bientôt.